Pour bien piloter l'activité, il faut juste se dire, j'ai 100 personnes qui rentrent sur un article de blog, sur une page, peu importe le contenu dont on parle. J'en ai 10 qui vont faire une demande de démo ou qui vont télécharger un contenu. J'en ai 3 qui vont vraiment aller au bout de la démarche et qui vont souscrire à Skello. Ces inputs-là, tu peux les avoir si tu le co-construis avec les équipes qui sont en charge de la vente. Branding, tu construis dans la durée ta boîte, ta marque et toutes les actions de performance. Tu te prends un compte SEMrush en gratos pendant 14 jours. Tu ponces vraiment tous les mots-clés sur lesquels tu dois être. Tu te focalises sur les 10 mots-clés les plus proches de ton business et ensuite tu fais une liste de 100 à 1000 keywords où il y a très peu de requêtes mais qui vont être très 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 ciblées. Au début, on a fait l'erreur qu'il faut pas faire, de se dire on est à Paris, on va prendre des profils hispanophones qui donc parlent espagnol mais depuis Paris, mais le SEO, c'est pas un sujet technique. Combien de fois on a eu la question chez Skello ou en board, si on fait x10 sur les budgets de demande, tu nous fais x10 de MQL? Évidemment que non. C'est trop facile de dire non mais grâce à Meta on a généré tant ou grâce à Google Ads on a généré tant. On adorerait nous côté équipe growth et côté Skello de se dire il arrive, il a cherché logiciel RH restaurant, il a cliqué sur Google Ads, il a fait son lead. En fait c'est pas du tout ça, c'est... Salut Elliot. Salut Théo. Bienvenue dans les Brutes Acquisitions. Merci beaucoup de m'accorder cette petite heure qu'on va pouvoir passer ensemble. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Elliot, tu es directeur marketing, alias VP marketing. Apparemment, j'ai découvert que ça voulait dire la même chose. Donc de Skello. Vice-président. T'es arrivé en 2018, donc juste après la série A. Ouais. C'est ça. Donc Skello, qu'est-ce que c'est déjà? Donc c'est, je vais prendre les wordings exacts pour que les gens comprennent bien. C'est la solution RH pour planifier, optimiser et piloter ses équipes terrain. Donc aujourd'hui, vous avez plus de 20 000 clients qui, donc au sein de chacune de ces entreprises, ça se combine pour 400 000 employés. Exactement. Donc vous êtes pas uniquement en France. En Espagne aussi, depuis 2 ans. En Espagne aussi, voilà. Donc parmi vos fonctionnalités principales, peut-être pour les gens pour lesquels ça serait un petit peu flou, il y a la planification des équipes, le suivi en temps réel des absences, la gestion de la paie, gestion admin, RH, etc. Tout ce qui permet de piloter une équipe terrain. Exactement. Donc on va pouvoir parler de tout ce que tu as eu l'occasion de vivre pendant ces 6 années bientôt à Skello. Tu fêtes bientôt ton anniversaire des 6 ans. On a 3 parties à traiter ensemble aujourd'hui. Ouais. On va commencer par parler de la création du pôle marketing. Parce que quand tu es arrivé, vous étiez une vingtaine. Aujourd'hui, vous êtes 280. Donc la boîte, bon, évidemment, c'est pas que des gens en marketing, mais l'équipe market a aussi beaucoup grossi. Ensuite, on va parler de la création de l'équipe autour des premiers succès, donc avec la boîte qui a scale derrière, jusqu'à la série B. Et puis, ça sera notre 3e partie. Tout ce qui est venu après ces 40 millions d'euros que vous avez levés avec, alors les fonds, je les ai notés, du coup, tu me les as donnés avant de démarrer, c'est Partech, Aglaé et Xange. Voilà. Tout à fait, mon cher Théo. Elliot, bienvenue. Est-ce que j'ai oublié des trucs dans ta présentation? C'est tout bon. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Bah super. Écoute, je pense qu'on peut démarrer par... si tu peux nous expliquer un petit peu quel chantier tu as découvert quand tu as rejoint Skello en 2018. Alors, 2018, donc comme tu l'as dit, on était 20 en tout chez Skello. Donc une petite équipe, mais déjà très robuste, très agile, qui délivre beaucoup. Donc moi, j'étais la première recrue au marketing. Ouais. Et pendant globalement 1 an, le temps que je recrute 1 an et demi, j'étais donc le premier dans cette équipe. Donc j'ai tout fait. Et vraiment, j'ai aussi appris énormément d'aspects marketing que je maîtrisais pas avant d'arriver chez Skello, notamment sur la partie offline. On a fait énormément. Et ça continue à être un très gros driver aujourd'hui de business et de fidélisation chez Skello, de terrain, d'événements. Donc en fait des salons, des séminaires, des conférences. Donc quand je suis arrivé, il y avait un très gros salon qui allait se produire quelques semaines après qui s'appelle le CIRA à Lyon. C'est le mondial de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai dû apprendre comment monter un stand, comment réussir à faire 5 jours d'expérience pour tous les visiteurs de salon. Ça a été dingue, mais ça a été aussi énormément de challenge. Ouais. Moi j'arrivais, digital marketing... un peu d'expérience avant, surtout sur de l'acquisition, du Facebook Ads, du Google Ads, du SEO. T'arrives, tu fais du marketing vraiment field, offline. C'est quand même un petit saut dans l'inconnu. Donc, tu le savais avant d'arriver que c'était ça? Oui, on en avait discuté, bien sûr. Mais quand vraiment ça devient concret, tu te dis, OK, va falloir délivrer, mon pote, là. Donc, les 3 à 6 premiers mois, c'est quand même un gros saut dans l'inconnu. Le mode aussi de fonctionnement startup, scale-up fait que tout va très vite. Et quand tu viens d'un background un peu plus groupe, plus installé, moi, j'étais dans une filiale de Vivendi, donc c'était quand même un très gros groupe, même si c'était une petite boîte au sein d'un grand groupe. Là, quand tu arrives, tout va très vite. Donc, en fait, ton cerveau doit aussi switcher, de se dire, je dois prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Je dois essayer au maximum de m'appuyer sur de la donnée. Mais quand tu es 20 salariés dans une boîte, tu n'as pas accès à la donnée aussi facilement qu'aujourd'hui, 5 ans et demi après. On a des dashboards, on a des lookers. Toutes les décisions sont vachement data-driven et on s'appuie là-dessus. Il y a 5 ans et demi, on n'avait pas ce niveau de maturité sur la data. Donc, il faut essayer aussi de façon intelligente de trouver ces données-là. Mais finalement,
tu te prends au jeu, tu vois le potentiel, tu commences à parler à des prospects, tu parles beaucoup à des clients, tu vois comment le produit est utilisé, tu comprends la valeur en fait qu'on est en train d'apporter à un marché qui est très peu digitalisé à l'époque et qui l'est aujourd'hui de plus en plus, mais où il y a encore énormément à faire. Et donc derrière, ça m'a permis de prioriser toutes mes actions et de me dire, bon, globalement, devant nous, il y a un énorme boulevard. À l'époque, on adressait énormément le secteur de l'hospitality, donc hôtel-restaurant. Ça a été notre premier secteur sur lequel on s'est vraiment focalisé. Mais en fait, très vite, il y a eu d'autres secteurs qui nous ont contactés. Donc, on a eu de l'inbound sur du retail. Je gère un magasin, un distributeur alimentaire, Carrefour, Biocoop, Auchan, Intermarché. J'ai les mêmes problématiques de gestion de personnel, j'ai les mêmes problématiques RH que peuvent rencontrer un restaurant ou un hôtel. Donc ça nous a vraiment mis la puce à l'oreille. C'est comme ça qu'on a pu ouvrir ce secteur du retail. On a vécu la même chose pendant le Covid. Les entreprises de la santé, les pharmacies, les cabinets médicaux, les EHPAD, les centres de soins viennent de plus en plus sur Skello, font des demandes. Donc ensuite, ça nous a permis d'ouvrir le secteur de la santé. Et le dernier secteur sur lequel on accélère beaucoup, c'est industrie, BTP, services. Là, c'est encore moins digitalisé que la restauration il y a 6 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a un énorme potentiel. On y arrive progressivement, on ouvre des secteurs progressivement. Et donc, pour répondre à ta question initiale, il y a 6 ans, on avait l'hospitality, on avait un peu de retail. La question, c'est juste de se mettre dans leur basket et de se dire comment ces personnes-là vont connaître Skello. Ouais. Donc, grosse activation digitale, parce qu'on avait très peu d'actions de visibilité, très peu d'actions d'acquisition. On s'appuyait beaucoup sur nos équipes sales. Donc, très tôt, on a eu le produit, puis ensuite les sales pour commercialiser le produit. Un peu de bouche à oreille. Moi, j'ai toujours vu le marketing comme un accélérateur de business, un accélérateur de croissance. Et d'ailleurs, c'était un des signaux hyper positifs quand j'ai rejoint la boîte, de me dire, il n'y a pas eu besoin de marketing pendant 2 ans. Le produit, il répond déjà à une problématique. Les clients sont satisfaits. Les commerciaux le vendent bien. Donc, on n'est pas là pour compenser ce qui peut arriver souvent ou parfois des manques du produit et de se dire, super, on va avoir un marketing hyper bien léché, on va avoir un branding hyper fort pour compenser peut-être des lacunes. C'était pas du tout le cas ici. Et donc, une fois qu'on a ça entre les mains, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait tester des choses. Donc, vraiment une approche, un état d'esprit growth, donc de se dire on va expérimenter des choses. Pas besoin d'avoir un budget de dizaines de milliers d'euros pour tester des choses, de façon très rationnelle, de se dire on va produire du contenu, donc très tôt poser une stratégie SEO. On va capitaliser sur du trafic qui existe. Donc il y a 5 ans, c'est un peu différent aujourd'hui, mais il y a 5 ans, ça allait toujours, mais un peu moins, trusté vraiment par le search, donc du Google Ads, tester du social media ads, du SMA, mais qu'on a mal fait, franchement, pendant des années avant que Kudak arrive dans le game. Tester des partenariats, évidemment continuer la démarche offline, et en gros de lister tous les canaux sur lesquels on se dit, il y a peut-être du potentiel, on a des convictions, on a des intuitions, testons-les vraiment. À nouveau, pour faire ça, t'as pas besoin d'être 50 dans une équipe, tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 balles sur la table. Tu peux très bien négocier 1 000 euros de budget, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Tu vas voir tes cofondateurs ou tes cofondatrices, mettons 1 000 balles sur la table, on les met sur Google Ads pendant 1 mois. On regarde combien on génère de MQL, on regarde combien nos sales convertissent. Est-ce que c'est mieux, moins bien que la outbound? Est-ce que, in fine, le CAC, le coût d'acquisition client, il est meilleur ou moins bon? Et on itère. Et en fait, on a fait ça l'année 1. Là, l'année 6, on continue à faire ça parce que c'est les fondamentaux de l'activité. Et ça permet très vite d'itérer et de se dire, oula, là, on veut lancer du LinkedIn Ads. Les coûts d'acquisition sont 4 fois plus chers que sur Google ou 10 fois plus chers que sur Meta. Ça convertit aussi bien, peut-être même moins bien parfois. On va couper LinkedIn et on l'adressera plus tard quand on aura un focus sur le mid-market, sur les grands comptes, et c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, t'as pas besoin de beaucoup de temps, je pense. Le truc, c'est vraiment teste-le le plus vite possible, apprends très vite, fail, admets que tu as fail. Très tôt, on a voulu créer une communauté chez Skello. 8 ans après la création de la boîte, on n'a toujours pas réussi à le faire. C'est pas grave, tu vois, mais juste au moins de se dire, je prends du learning, je comprends pourquoi ça a fail, et derrière, tu t'itères. C'est vraiment la démarche startup qu'on a, tu vois, qu'on a vraiment dans l'ADN de la boîte, et quand on conçoit le produit, c'est la même chose. Quand on conçoit une approche de go-to-market, de mise sur le marché, c'est la même chose. Et je pense que ça peut fonctionner sur quasiment tous les pans de l'activité. Alors, il y a pas mal de fils que j'ai envie de tirer.
Le premier, c'est juste pour que ce soit clair pour nos auditeurs. Donc, t'arrivais, c'était le offline, donc en gros les salons qui permettaient d'acquérir donc le gros de vos clients qui étaient les clients Hospitality, pas encore retail. Ouais. Exactement. Toi, donc les 3-6 premiers mois, t'as travaillé sur ce canal-là d'abord ou t'es directement arrivé avec cette démarche? On va dire pendant 2 mois très 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 offline et ensuite les 4 mois qu'on suivi très vite SEO en parallèle SEA, essentiellement Google Ads, fail sur Meta et sur LinkedIn. Et ensuite, content, grosse stratégie de content. Et très vite après, l'été qui a suivi, on a fait un gros taf sur la brand. Et ça aussi, c'est hyper important. Et à l'époque où on l'avait fait, en interne, mais aussi en externe, tu avais énormément de monde qui me disait mais pourquoi vous investissez autant sur un rebranding, sur positionnement, mission, ambition, vision, pourquoi vous faites tout ce taf-là alors qu'on pourrait se focaliser sur les sales et générer des leads. Et en fait, plus tôt tu fais ce taf hyper clair, déjà en interne, quand tu demandes, fais-le chez Kudak, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre ambition, et que tu as 12, 20, 30 réponses différentes, et c'est même pas cadré en interne, tu vois. Donc si les gens en interne n'arrivent même pas à parler bien de ce que tu fais, de ce que tu veux faire et d'où tu veux aller, comment veux-tu qu'en externe ça se ressente bien? Donc on a fait un gros taf la première année aussi sur qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qu'on fait, et de vraiment faire en sorte que toutes les équipes puissent et que ça puisse infuser dans toutes les équipes et toutes les équipes puissent en parler de façon cohérente, cadrée et que ça puisse vraiment se ressentir en extérieur. Une fois qu'on a fait ça, évidemment on l'avait pas prévu, il y a eu le Covid qui est arrivé en 2020 qui aurait pu être très compliqué pour nous. À l'époque, on avait 80% de clients qui étaient des hôtels et des restaurants. Du jour au lendemain, c'est fermé. Du jour au lendemain, ils te disent on sait même pas comment on va payer nos salariés, on sait même pas comment les mettre en chômage partiel. Donc ça aurait pu être très compliqué. Le fait d'avoir fait tout ce taf en amont, de se dire où est-ce qu'on veut aller, comment on va le faire, d'être aligné en interne, ça nous a permis très vite de rebondir, très vite d'accélérer sur le retail, sur la santé, sur d'autres secteurs. Et in fine, au moment de la réouverture et de l'accélération, on a pu aller beaucoup plus vite que si on se cherchait encore sur tous ces aspects-là. Donc plus tôt tu arrives à aligner brand, growth et presque même, j'ai envie de te dire, tout le reste de la boîte, plus tôt ça peut avoir un impact hyper positif dans tout ce que tu vas faire et ça va en fait t'apporter une vraie colonne vertébrale dans toutes tes actions et ça va guider toutes les équipes là-dedans. Bah tiens, on va dérouler ce sujet-là, brand, et après on reviendra sur les autres SEO, Google Ads et tout, sur lequel j'aurai quelques petites questions. Tu peux nous expliquer en gros, alors déjà, comment est-ce que ça s'est passé la démarche en interne de prioriser un rebranding, parce que de l'argent, et évidemment, c'est une démarche qui est pas de perf initialement. Ouais. Et ensuite, comment est-ce qu'aujourd'hui, donc ce rebranding n'a pas changé depuis, on est d'accord? Il a évolué, mais tout le socle qu'on avait posé à l'époque est toujours là, c'est toujours la colonne vertébrale. Après, évidemment, il faut le faire évoluer en fonction du contexte, en fonction des marchés que tu adresses et en fonction de plein de choses, mais tout ce qu'on avait défini à l'époque, ça reste le corps de la brand et du positionnement. Comment on s'y est pris? On s'est posé plein de questions. On a vu plein d'agences. On a fait bosser en freelance finalement, parce que je pense que les agences, en tout cas à l'époque, il y a 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui elles ont quand même pris le sujet, mais elles ne comprenaient pas comment on fonctionnait, elles ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire, elles ne comprenaient pas comment on allait aussi faire cette évolution de la brand et du positionnement. Donc on avait un freelance qui nous a aidé justement à prendre du recul. Parce que si tu le fais toi-même, le risque c'est que quand tu vas poser des questions en interne à tes équipes, en fait tu es connoté, tu sais déjà que tu fais partie de la boîte, tu n'es pas neutre. Donc ce mec-là nous a permis d'identifier vraiment, si tu devais définir Skello en 3 mots, c'est quoi les 3 mots qui te viennent? Qu'est-ce que tu adores chez nous? À l'inverse, qu'est-ce que tu vois on devrait faire évoluer? Une fois que tu as fait ça sur 10, 15, 20 personnes, tous métiers confondus, tu arrives avec une proposition qui va être ta brand plateforme, qui va être ton playbook sur la brand. Évidemment, tu l'affines, évidemment, ça se challenge, évidemment, ça c'est un jeu de ping-pong aussi d'aller-retour, mais à la fin, tu as un livrable qui est hyper clair en disant la vision c'est ça, la mission c'est ça, l'ambition c'est ça. Et après, tu as des workshops qui ont été hyper importants, qu'on a fait un été, pour faire en sorte qu'un sales qui parle de la solution, est-ce que je dis logiciel, est-ce que je dis solution, est-ce que je dis solution de planning ou solution RH, enfin tout ça tu vois, tu le cadres avec toutes ces équipes et tu t'assures qu'à la rentrée, au moment du reveal externe, tout le monde est déjà aligné. À l'époque, on avait eu la chance au même moment d'avoir des nouveaux bureaux. Donc là, on s'était fait un kiff ultime. On avait matérialisé, tu vois, dans le monde réel, le nouveau logo, la tagline, tous les éléments graphiques, etc. Et en fait, tu fais vivre ça en interne à nouveau. Je pense que ça, c'est vraiment le learning principal. C'est fais en sorte que tes équipes s'approprient ça pour que en externe, ça puisse le plus rapidement possible avoir un impact. Comment est-ce que tu expliquerais? Parce qu'en fait, c'est toujours un peu la même objection quand on parle des sujets de branding, c'est que les gens voient l'utilité, mais ils ont du mal à le prioriser au-dessus d'actions de performance. Tu dois expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que c'est important? Performance court terme, moyen terme, branding, tu construis dans la durée
ta boîte, tu construis dans la durée ta marque et tu construis dans la durée toutes les actions de performance. Et pour moi, les actions de performance vont être démultipliées si ton socle de brand, de positionnement, il est clair, bien posé, bien maîtrisé. Franchement, tu peux faire une super boîte sans branding. Tu as énormément de super boîtes qui sont hyper rentables et qui sont pas du tout connues, qui n'ont pas de notoriété, qui n'ont pas de marque forte. C'est totalement possible. En revanche, sur un secteur où tu dois encore évangéliser, où tu dois vraiment montrer la valeur et prouver la valeur, plus tôt tu maîtrises ça, plus tôt ça a un impact fort sur tout ce que tu vas faire d'action court terme. Et surtout, tu crées une cohérence dans toutes tes actions. Quand tu fais du SEO, par définition, c'est du contenu, donc c'est aussi de la brand. Quand tu commences à faire des relations presse, ça s'insère dans une logique, on essaye, de performance. Quand on fait une annonce, la semaine de l'annonce de la levée, la série B, tu as 20% de MQL, de Marketing Qualified Lead en plus. Je peux pas te le prouver au lead près, mais c'est quand même, tu sais que ça a un énorme impact. Donc plus tôt tu construis ça, plus tôt tu arrives à générer, tu vois, une vraie croissance solide sur laquelle tu arrives à ancrer tout ce que tu vas faire. Et ça a été quoi le trigger ? C'est très incarné par les founders. Kitri, notre CEO, depuis le début, elle veut qu'on ait une marque forte. Donc en fait, si tu as un CEO, et d'ailleurs ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus, qui n'y croit pas, qui veut pas le faire, c'est hyper compliqué. En revanche, très tôt, si tu te dis j'ai besoin de montrer ma tronche, je sais qu'en faisant des vidéos YouTube et du contenu, ça va me générer des nouveaux clients, tu as très bien compris. Donc en fait, c'est très lié aussi, je pense, à la personnalité des fondateurs. Mais je suis hyper aligné parce que c'est un peu ce à quoi on arrive aussi, c'est qu'à un moment, tu as un des fondateurs qui décide. C'est ça. Parce que ça le saoule, ou alors il a vu d'autres boîtes qui kiffaient bien, ou il s'est rendu compte qu'il y avait quelques incohérences qui le faisaient chier, qui l'empêchaient de dormir, et qui dit, bon bah là il faut qu'on... Enfin il dit pas faut faire un rebranding, il dit ça me saoule, et après on arrive progressivement jusqu'au truc, mais nous ça colle beaucoup, en fait on a deux types d'interlocuteurs chez Kodak, quand c'est des CMO, t'as le CMO perf et le CMO brand. Et les deux ont des façons de voir l'acquise qui est très différente, on a très long terme, très court terme, et les deux en fait, à chaque fois on essaie de faire le contrepoids avec la personne, mais c'est super intéressant de voir, parce que je me dis toujours, tu as une personne qui regarde, quand est-ce qu'elle va se poser cette question-là, de se dire, bon voilà c'est le bon moment pour revoir mon logo, mes promesses, etc. Et d'ailleurs, question que je voulais te poser, je m'en souviens, c'est quoi la réponse en fait aux questions que vous avez trouvées sur la mission ? Est-ce que tu as peut-être un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans votre plateforme marque aujourd'hui ? Skello, c'est quoi ? La vision, c'est que les grandes équipes font les grands succès. Et une fois que tu as ça, tu te dis putain, c'est hyper bien, ça marche en interne pour nos équipes, pour la marque employeur, pour recruter, pour fidéliser, pour faire évoluer les personnes. Donc les grandes équipes font les grands succès. La mission, c'est de réinventer l'expérience de travail des équipes sur le terrain. Donc ces fameux restaurateurs, hôteliers, pharmaciens, personnes qui travaillent dans l'industrie, qui ne sont pas derrière un ordi et qui ne peuvent pas faire de télétravail. En anglais, c'est plus simple, c'est frontline workers. Tu vois, en français, on a dû trouver ce terme d'équipe de terrain. Donc on l'a ancré dans la mission. Et l'ambition, c'est de devenir le leader européen du workforce management. Mais en fait, une fois que tu as posé ça, ça déroule. Tu vois, et en fait, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et il n'y a plus ces questions, il n'y a plus ce bruit qui va vraiment parfois te perturber et te dire attends, mais est-ce que je peux dire ce mot-là quand je parle à un client, quand je parle à un journaliste, quand je parle à un partenaire. Enfin, tu vois, ça permet vraiment de focaliser les échanges. Donc, à mon sens, ça, évidemment, tu ne fais pas le jour 1, tu ne fais pas ça la première année. En revanche, dès que tu commences à avoir une traction, dès que tu sens que tu as du bouche à oreille, dès que tu sens que le marché il peut être beaucoup plus profond que ce que tu avais imaginé initialement, là, c'est le bon moment de le faire. Après, il n'y a pas de mauvais moment. Je ne pense pas que, même si tu évacues un peu le projet, tu te dis on se focalise aujourd'hui sur vraiment de la perf pure, ce qu'on a fait aussi au début, tu peux très bien te dire on le lancera l'année prochaine. Mais il y a quand même, je pense, un momentum qu'il ne faut pas rater, et justement de se dire une fois que tout ça c'est bien posé, tu peux dérouler, tu peux accélérer, tu peux mettre plus de budget. Et là, les questions qu'on se pose en ce moment, c'est dans quelle mesure on va faire plus de noto, plus d'awareness. Et ça, c'est assez clé quand tu atteins une taille significative. Et question que je me posais, c'est au niveau de vos concurrents. Est-ce que c'est un sujet qu'ils ont pris aussi au sérieux que vous, la brand, ou pas ? Nos concurrents aujourd'hui, ça reste le papier et Excel. Là, aujourd'hui, on est dans une démarche d'équipement. La plupart des clients qui signent chez Skello aujourd'hui n'avaient pas un autre outil avant nous. Ils étaient, pour les plus avancés, Excel avec des macros, des trucs un peu stylés, et sinon, les autres, du papier, tu vois. Donc finalement, on est quand même sur un marché encore évangélisé. C'est digitalisation, en fait. Hein, oui, globalement. En revanche, tu as d'autres acteurs qui étaient là soit avant nous, qui se sont montés plus ou moins en même temps que nous.
qui ont pris le sujet un peu plus tardivement que nous, mais finalement ils le font bien aussi, hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, je pense que tu as des gros acteurs aux US, des gros acteurs aussi d'Europe du Nord, et un acteur australien aussi, qui très tôt l'ont aussi bien drafté, bien shapé, et tu sens la différence. Ces boîtes-là aujourd'hui, elles font 100 millions d'ARR ou plus, quoi. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur le démarrage du coup de la boîte avant de passer aux étapes Avec suivantes. plaisir. Donc vous êtes passé d'hospitality, l'hospitality du coup était le gros du portefeuille quand t'es arrivé, et c'est passé au retail. Est-ce qu'il y a eu une décision qui a été prise ou c'est venu d'organique? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Signaux faibles, un inbound qui rentre, puis 10, puis 100. Là, on se dit, il y a quand même un truc qui se passe. Ça n'a pas été annulaire en place, hein. Ça a vraiment été itératif. Donc, de se dire, on a un secteur qu'on avait flagué initialement et on rajoute un secteur en plus. Mais en fait, pour bien que tu comprennes, on avait 10 sales sur l'hospitality, on en a pris 2 en plus pour le retail, puis 3, puis à la fin 10 et 10. Donc ça n'a pas été un pivot, ça a été vraiment on rajoute, on ouvre encore plus le marché exploitable. Comment ça s'est décidé? Tu as de l'inbound qui rentre. Ensuite, on teste de l'outbound. Chez Skello, on a toujours énormément d'outbound, même l'année 8 de la boîte. Et c'est une de nos forces. On teste en outbound. Donc, ça permet quand même d'orienter plus que l'inbound, où tu es un peu plus en réceptif, quoi. Tu reçois les leads qui rentrent. On se rend compte qu'en outbound, ça rentre aussi bien. On a les mêmes taux de transfo que ce qu'on a sur de l'hospitality qu'on traitait depuis 2-3 ans. Donc là, on y va. On mobilise une équipe, on lance une strat marketing plus forte, on fait des ads, on fait des LP, des landing pages spécifiques, on crée du contenu, on commence à faire nos premiers témoignages. Et c'est là où, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de à quel moment tu lances et t'accélères. Là, ici, tu le sens. Tu vois, au-delà de le sentir, tu vois les chiffres, tu te dis, attends, mais le retail, il y a 6 mois, c'était inexistant. Aujourd'hui, ça représente 2, puis 5, puis 10% du mix. C'est là où tu dois accélérer. Et c'est là où j'ai commencé à recruter, moi, dans les équipes. D'accord. Là, je me suis dit, le contenu, et notamment les témoignages et notamment la vidéo qu'on a lancée 2019-2020, c'est là où il y a eu une vraie différence et c'est là où on est rentré dans une démarche d'accélération et derrière les budgets d'investissement publicitaire ont été démultipliés parce que tu prouves un ROI, un retour sur investissement, et les grosses métriques qu'on va suivre qui sont le CAC, le coût d'acquisition client et la LTV, la durée de vie client que tu génères, quand tout est ouvert, tu as tout intérêt à booster cette croissance. Et juste d'un point de vue produit, c'était aussi simple que ça de passer d'hospitalité à... On va dire que tu as 80% de l'usage du produit qu'ont les clients en hospitality qui peut s'adapter hyper bien au retail. En revanche, on a fait des développements spécifiques pour adapter le produit aux spécificités du retail. On a eu les mêmes enjeux dans la santé et on a aujourd'hui les mêmes enjeux pour industrie et services. Le but de Skello, c'est pas de créer 4 produits différents avec... Bon, on s'est posé la question à un moment. À un moment, on a créé des lignes de produits. Tu avais Skello Health, Skello Hospitality, Skello Retail, mais c'était beaucoup trop tôt, beaucoup trop compliqué. Donc, tu as un produit qui est Skello, qui gère toutes les équipes de terrain. Et ensuite, en fonction de ton mode de fonctionnement en interne, qui peut d'ailleurs être différent d'une pharmacie à l'autre, qui peut être différent d'un restaurant à l'autre, on va proposer des solutions en face. Et est-ce que le raisonnement pour partir sur la santé, pareil, les industries, le BTP et tout, etc., était le même, c'était la même démarche que pour te passer de l'hospitality au retail? C'était l'organique? Globalement, oui, mais le timing n'était pas le même. Donc la santé, ça a vraiment été fortement accéléré par le contexte du Covid. Pour industrie et services, tu as eu la même démarche et la même approche, mais testé beaucoup plus rapidement. On avait quand même beaucoup plus de retours, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'expertise aussi sur ouvrir un secteur. Donc en fait, on a mobilisé une équipe transverse avec beaucoup de commerciaux, avec des équipes CX, donc Customer Experience, avec évidemment les équipes growth et marketing au sens large, et les équipes produits, pour se dire, on a un quarter, donc un trimestre, pour prouver qu'on va réussir à générer tant de volume de MRR, donc de revenus mensuels récurrents. Et finalement, on a pu ouvrir ce secteur-là plus rapidement en ayant des convictions et des chiffres plus rapidement qu'à l'époque du retail où ça a pris un peu plus de temps. Mais c'est normal aussi. Quand tu grossis et que tu as une force de frappe plus forte, tu peux prendre les décisions plus rapidement. Ok, peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail du playbook. Donc, en SEO, par exemple, au démarrage de ce playbook sur chacune des verticales, ça ressemble à quoi? Alors, SEO, on partait littéralement de rien. Enfin, on n'avait aucun backlinks, on avait un site pas du tout optimisé, on avait vraiment très très peu de couverture et on était très peu présent sur nos mots-clés stratégiques. Donc, au début, tu n'as pas besoin de prendre une agence et pas besoin de passer des dizaines d'heures sur le sujet. Tu te prends un compte SEMrush en gratos pendant 14 jours.
tu ponces vraiment tous les mots-clés sur lesquels tu dois être. Tu évalues aussi la longue traîne, qui est vraiment une mine d'or en SEO. Donc, tu te focalises sur les 10 mots-clés les plus proches de ton business et ensuite, tu fais une liste de 100 à 1000 keywords où il y a très peu de requêtes, mais qui vont être très, très, très ciblées. Tu commences la production de contenu. Tu le fais toi-même. Aujourd'hui, en 2024, tu as quand même la Gen AI qui est passée par là, donc tu peux faire énormément de choses. Mais à l'époque, freelance, et très vite, tu regardes. En moins de 6 mois, tu commences à avoir des résultats. Et t'itères là-dessus. J'ai jamais pris le SEO comme un sujet technique. Très vite, le SEO, c'était, comme je te disais tout à l'heure, le prolongement du contenu. On insère une vidéo de témoignage, on le réutilise en social media, on le réutilise dans la newsletter, on le réutilise où tu veux, mais faut vraiment pas en faire un sujet d'initié, vraiment pas en faire un truc. Non, mais t'inquiète, il y a que moi qui peux comprendre. Tout l'inverse. Très vite, tu fais de la pédagogie en interne. Là, aujourd'hui, les sales nous demandent plus de leads organiques, plus de leads SEO, parce que ce sont les leads qui convertissent le plus. On a des taux de transfo qui sont 2 à 3 fois plus élevés que ce qu'on fait avec du Meta ou avec du Google parfois. Donc en fait, quand tu as réussi à faire ça, quand tes sales sont sensibilisés aux différents canaux d'acquisition, aux différentes sources d'acquisition, tu as réussi l'alignement, toujours se challenger et on peut toujours faire mieux, mais tu as quand même un niveau d'alignement qui est quand même assez dingue. Et c'est pour ça que très tôt, cette démarche organique, j'ai voulu la poser et la dérouler parce que, à nouveau, dans la boîte où j'étais avant, le SEO, c'était 80% de l'acquise. C'était un système c'était des marketplaces de mise en relation, intermédiation entre particuliers et professionnels sur des travaux à la maison, tu vois. On faisait 80-90% des leads B2C qui rentraient, c'était de l'organique. Donc en fait, quand tu as vu ça et que tu as vu qu'on peut générer des dizaines de milliers de leads tous les mois sur je veux réparer ma salle de bain, je veux changer la peinture de mon mur, etc., tu te dis qu'il y a un truc à faire sur tous les secteurs. Et encore plus en 2024. Tu vois, je pense que là, aujourd'hui, toute la partie growth devient très technique, très data, et c'est hyper important que ça le devienne, et c'est hyper important que les équipes qui bossent dans ces métiers-là, ou les étudiants qui veulent se destiner à ces métiers-là, rajoutent cette compétence technique et data, c'est indispensable. En revanche, je suis convaincu que les fondamentaux, le bon sens, et de se poser avec des équipes qui vont traiter la matière, les leads que tu leur génères, ça a une valeur inestimable. Et pour bien piloter l'activité, il faut juste se dire, j'ai 100 personnes qui rentrent sur un article de blog, sur une page, n'importe laquelle, peu importe le contenu dont on parle. J'en ai 10 qui vont faire une demande de démo ou qui vont télécharger un contenu. J'en ai 3 qui vont vraiment aller au bout de la démarche et qui vont souscrire à Skello. Ça, ces inputs-là, tu peux les avoir si tu le co-construis avec les équipes qui sont en charge de la vente. Quand ce sont des humains, des équipes commerciales, tu le fais avec des êtres humains. Quand ce sont un produit du PLG, du Product Led Growth, tu le fais avec les équipes produits et les équipes tech. Et en fait, cet enjeu-là et cet effort-là, il est hyper important. Et à tout moment, que ça soit l'année 1 ou l'année 6, tu dois t'assurer que ces fondamentaux-là soient dans le cœur des débats tout le temps. Le jour où tu arrêtes d'être vigilant sur est-ce qu'on rappelle les leads en 15 minutes du lundi au vendredi, en fait, tu sens qu'il y a un énorme impact là-dessus. Est-ce que on les a bien flagués? Est-ce que les sales savent exactement le type de lead qu'ils traitent? C'est du basique, mais en fait, dans plein d'endroits, dans plein d'équipes, tu vas te perdre, tu vas te défocus, tu vas partir sur du scoring 4.0 hyper intelligent comportemental. Oui, c'est très bien et oui, il faut le faire. Mais en revanche, si ton socle d'activité, il n'est pas maîtrisé, il n'est pas suivi, ou encore pire, tu as des métriques qui sont différentes en fonction des équipes, le marketing regarde les marketing qualified leads, les sales regardent les sales qualified leads, tu parles pas le même langage, tu vois. Et ça, franchement, ça arrive dans plein d'organisations, et c'est là où tu as un désalignement. Quand tu arrives à réaligner les deux, tu fais des trucs hyper cool avec tes directeurs commerciaux, avec tes team leads et avec tes sales. Franchement, c'est un kiff. Nous, on descend. Alors, je te dis pas qu'on le fait tous les jours, mais on se fait des sessions de call avec nos BDR, toute l'équipe growth. On sort de là, mais on a 10 learning derrière. Ok, j'ai appelé, j'ai eu 2 faux numéros, 3 faux numéros. C'est-à-dire que les leads qu'on fournit sont pas bons. Et on repart, tu vois, ça a un impact de dingue. C'est exactement la même démarche que tu vas sur le terrain, tu vas dans le resto à côté, tu vas dans la pharmacie. Montrez-moi comment vous utilisez Skello. Ah ok, j'avais pas capté que vous aviez un mini desk. Oui, et que... tu les trucs. Et c'est la même chose. Tu te mets dans leur basket une demi-journée, tu te mets à côté du BDR, t'es là, ah ouais, putain, mais je crois que ton quotidien va réussir à trouver des axes d'optimisation dès la semaine prochaine. Et ça, en fait, plus tu vas le faire et plus tu vas l'instaurer dans tes équipes, plus ça va avoir un impact hyper positif sur toute la chaîne. C'est énorme, d'accord. Et alors, juste pour boucler sur le SEO, vous calculez un CAC SEO? C'est hyper dur, mais quand tu arrives à mesurer les efforts, donc les ressources
qui rédige les ressources, qui optimise le site internet, les coûts d'investissement si tu en as en backlinks, et que, in fine, tu sais le nombre de leads que tu as généré et le nombre de MRR, enfin le volume de MRR que tu as généré, tu peux faire un CAC SEO. Et en faisant ça, cette année, je te l'ai dit, les leads SEO sont vraiment c'est de l'or chez nous. Donc là, on a décidé en deuxième partie d'année d'accélérer nos stratégies SEO et d'investir sur des niveaux beaucoup plus élevés qu'on le faisait historiquement, parce que quand tu regardes nos niveaux d'investissement en publicité, tu le sais, tu nous accompagnes sur Meta et sur LinkedIn, on peut se poser la question quand même, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de réallocation aussi ? C'est pas aussi mécanique, tu vois, la force aussi du paid, et on va y aller juste après, c'est que tu veux tester quelque chose, là on finit le call, dans l'après-midi on lance la campagne, dès demain on a des chiffres. Le SEO, tu as toujours dans l'inconscient, ouais mais ça prend du temps, ça prend 8 mois, ça prend un an, c'est pas vrai. Plus tôt tu lances ta strat, plus tôt tu as des résultats, plus tôt tu itères, en moins de 2-3 mois, allez, maximum un gros trimestre, quoi. Tu dis, allez, tu fais 4 mois, tu as un trimestre entier plus le début du deuxième trimestre, tu as des résultats, tu peux commencer à affiner ta stratégie. Donc, faut pas se dire, non, mais ça, c'est à nouveau, j'ai l'impression de, de dire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas un sujet technique. Faut vraiment pas en faire un sujet de technicien, un sujet vraiment opaque, c'est pas du tout le cas. Et pour moi, le SEO, dans toute stratégie où tu veux générer du business online, plus tôt tu le considères et plus tôt tu le mets au regard des autres investissements que tu vas faire, plus tôt tu as un asset hyper fort entre les mains et sur lequel tu peux accélérer derrière. Et doubler les efforts en SEO, est-ce que ça fait doubler les résultats ? Je te dis, on fait la même chose dans 6 mois et je te débrieferai ça. Quand tu veux doubler, c'est quoi ? Tu produis 2 fois plus d'articles ? Produis 2 fois plus d'articles, tu optimises le site. Là aujourd'hui, même si on a des super performances, on peut faire mieux. Enfin, tu vois, c'est les 3 piliers. Hein. Est-ce que le contenu que tu produis, il est bon ? Il répond aux besoins des personnes qui vont consulter ton contenu. Soit tu crées des nouveaux articles, mais surtout tu mets à jour ton socle existant sur lequel tu as déjà beaucoup de trafic. Ensuite, tu as la partie backlinks. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui envoient du trafic vers moi ? Et plus tu as des sites de confiance, des gros sites médias, Le Point, l'Express, Les Échos qui envoient du trafic sur Skello.io, c'est vraiment très, très, très bénéfique. Après, tu peux le faire aussi autrement. Et le troisième pilier, c'est la technique. Donc, sur ces 3 aspects-là, on va investir. Donc, oui, le gros de l'investissement, c'est sur de la production de contenu, mais tu as aussi des investissements techniques et backlinks. Ok, super clair, nickel pour le SEO. Et donc, aujourd'hui, je crois que tu nous as quasiment dit ton équipe... tu peux peut-être nous refaire un petit mapping. Tu as des personnes qui bossent sur le contenu, ouais. Donc vraiment content, donc initialement de la prod de contenu, plutôt de l'écrit et de plus en plus de la vidéo. Ouais. Tu as plusieurs personnes qui bossent sur la partie outbound, donc scraper des bases de données, les enrichir, les scorer et les travailler avec les sales. Tu as des personnes qui bossent sur le website, donc optimiser la conversion du site internet. Tu as des designers, tu as du PMM qui est dans l'équipe produit, mais avec lesquels on bosse tous les jours chez Skello. Qu'est-ce que c'est du PMM ? PMM, c'est Product Marketing. Donc PMM, c'est Product Marketing Management. Et c'est comment tu orchestres tes stratégies de mise sur le marché, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles offres, comment tu fais ton sales enablement. Désolé pour les anglicismes. Comment tu aides tes commerciaux à mieux vendre, à mieux parler de ta solution pour pas rentrer dans un éventail de voilà nos 12 features, mais plutôt de se dire dans tes baskets, qu'est-ce qu'on va résoudre et quelle valeur en fait on va délivrer dans ton établissement auprès de tes équipes. Donc ça, c'est un super taf qu'on fait depuis maintenant 3 ans grâce à Lucie, donc notre Head of PMM, Head of Product Marketing, qui est une ancienne d'Alan et Conto. Et franchement, en France, il n'y en a pas 15 000 des personnes qui font du bon product marketing. Donc, on est trop content de l'avoir. Et ça marche hyper bien chez nous depuis qu'on a fait basculer cette équipe au sein de l'équipe produit. Parce que, en fait, cette équipe a les réflexions très tôt dans la roadmap, dans la conception et permet beaucoup plus, tu vois, de comprendre comment ça va fonctionner et comment on va le traduire en argument sales, en argument marketing, en argument d'acquisition. Donc, c'est pour ça qu'on bosse vraiment main dans la main avec cette équipe. Et derrière, le design pour ajouter une émulsion et faire en sorte qu'on ait aussi un maximum de... à la fois dans le produit, une expérience qui soit vraiment optimale et dans tous les assets, donc dans toutes les publicités, dans toutes nos prises de parole, dans toutes nos communications, qu'on ait quelque chose qui soit vraiment uniforme et cohérent avec tout ça. Nickel. Alors, on a parlé d'SEO, on a parlé de brand, parlons de paid. Le paid, c'est à nouveau dans plein de cas et dans plein d'étapes de la boîte, c'est hyper intéressant parce que quand tu veux tester des choses rapidement, tu peux quand même avoir très très vite du retour. Tu te poses la question de est-ce qu'on doit lancer tel pays ?
donc une expansion géographique. Tu te poses la question de est-ce qu'on doit lancer une nouvelle fonctionnalité? Est-ce qu'on peut se dire si on fait évoluer notre pricing, est-ce que ça va mieux ou moins bien fonctionner? Grâce au paid, en moins d'une semaine, tu peux déjà avoir des chiffres, tu peux déjà avoir des retours. Donc c'est quand même un levier qui est hyper intéressant au tout début d'une boîte et peut-être même avant même de lancer la boîte pour déjà se dire est-ce que il existe un product market fit. Et ça, le bon vieux, la bonne vieille landing page, inscris-toi ici, et de se dire si on a 100 inscriptions avant la fin du mois, on y va vraiment. Franchement, ça fonctionne toujours et ça fonctionnera toujours. À côté de ça, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la partie, on a des équipes qui vendent déjà un produit, qui le vendent bien. Comment on peut aller chercher plus? Ça permet dans la durée d'aller chercher de l'incrémental, d'aller détecter en fait des personnes qu'on n'aurait pas réussi à détecter par téléphone, qu'on n'aurait pas rencontré dans des salons par exemple, ou via des partenariats. Donc en fait, la démarche de paid, et particulièrement sur Google, qui est encore aujourd'hui le premier canal chez nous en investissement publicitaire, permet d'aller chercher les personnes intentionnistes. Et quand tu es sur un marché finalement pas si concurrentiel que ça, enfin il l'est par nature et par définition, il y a d'autres acteurs qui le font et on est en concurrence sur Google Ads et sur Meta, mais on est quand même moins en concurrence que des assureurs, que les marchés qui sont vraiment trustés sur Google Ads où tu vas payer ton clic 10, 20, 30 euros. On reste sur des CPC, sur des coûts par clic qui sont hyper intéressants pour notre business. Et derrière, tout l'enjeu, c'est vraiment d'arriver sur un parcours, donc sur un entonnoir qui convertisse le plus possible et le plus rapidement possible pour ensuite passer le relais à nos équipes commerciales. Parce qu'on est encore très, très, très sales-led. Donc en fait, on est sur un produit qui se vend beaucoup par un accompagnement humain. On pense que ce lien très fort et cette expérience qu'on arrive à créer aujourd'hui chez Skello, c'est compliqué, en tout cas aujourd'hui, de faire la même chose avec du 100% en autonomie, du 100% en self-service. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne lance pas des produits qui sont 100% self-service. Et ça, je t'en parlerai juste après. Mais donc sur le paid, en fait, ça permet d'une part de tester des choses très vite. Et ça permet d'autre part de, j'allais dire sécuriser, mais plus d'avoir presque une ligne de revenus que tu arrives déjà d'une part à stabiliser et on l'espère à faire croître dans le temps. Et en fait, ces canaux-là, à l'inverse du branding qu'on évoquait tout à l'heure, à l'inverse des relations presse ou à l'inverse de tout ce qui est offline, tu as un tracking qui est quand même dingue. Donc tu peux rentrer dans un niveau de calcul de retour sur investissement. Tu mets 1 euro, 10 euros, 100 euros ou 100 000 euros sur la table tous les mois. Tu sais exactement ce que ça génère. Tu sais exactement combien de temps il te faut pour convertir ces leads-là et tu sais combien de temps le client va rester chez toi. Une fois que tu as ça en tête, c'est des maths, c'est des équations. Et on revient à la discussion et à ta question que tu me posais sur le SEO. Si on fait x2 sur les budgets, combien de fois on a eu la question chez Skello ou en board? Si on fait x10 sur les budgets demain, tu nous fais x10 de MQL? Évidemment que non. Enfin, au début, c'est possible. Hein. Quand tu es sur des tout petits volumes et qu'on a vraiment scalé fort et qu'on a commencé à faire x2, x3, x5, x10 sur les volumes, pendant pas mal de temps, on était sur une courbe presque exponentielle sur les volumes de leads générés et sur le MRR généré. Après, tu atteins quand même un certain plateau et tu sais très bien que si on couvre aujourd'hui 80% des requêtes sur Google, les 20% qu'il reste, on va les payer beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on paye ici. Donc après, c'est un jeu de est-ce qu'au mois d'août, on va couper ou pas parce que les concurrents veulent le faire? Est-ce qu'on a des équipes sales qui vont pouvoir prendre le flux? Enfin, après, c'est aussi du bon sens et aussi du quotidien. Mais en tout cas, ça permet, dans la durée, d'avoir un flux entrant de qualité. Parce qu'à nouveau, sur Google Ads particulièrement, tu vas capter des personnes qui font des recherches qui sont liées à ton produit, à ton offre, à ton service. Donc, si tu n'as pas des taux de conversion qui sont, j'allais te dire de 10% ou plus, c'est qu'il y a peut-être un problème d'adéquation entre ta cible et ton offre. Mais en tout cas, nous, c'est les taux minimum. Et si on est en dessous, là, vraiment, on cut, on fait autrement. Mais très vite, on va réallouer ailleurs. Mais tu dois avoir des taux de transfo qui sont quand même significatifs sur ce canal-là. Est-ce que vous avez une LTV différence entre Google et Meta? Oui. Elle est plus faible sur Meta, mais les coûts d'acquisition sont beaucoup plus faibles sur sur Meta aussi. Ouais. Donc en fait, on s'y retrouve. Quand tu fais le ratio de coûts publicitaires versus MRR généré, les ratios sont en faveur de Meta à quelques points près. Ok. Et vous avez aussi la même granularité sur les typologies de clients? Sur les secteurs. Ouais. Et là, ce qu'on regarde beaucoup chez nous, parce que ça a un impact sur
sur l'adhésion, sur la fidélisation et potentiellement sur l'upsell aussi. Mais ça, parfois, on le détecte a posteriori, c'est combien tu as d'employés qui travaillent dans le point de vente et combien tu as potentiellement d'établissements, donc combien tu as de points de vente. Ça, c'est compliqué à détecter quand le lead rentre, même si on le demande et même s'il y a des moyens de récupérer l'info, mais tu as des grosses différences en fonction des canaux sur la typologie de clients qui vont rentrer. Des grands comptes, du mid-market, donc des entreprises structurées qui ont des dizaines d'établissements, elles rentrent en organique et en Google Ads. Mais après, tu as la question qu'on n'a jamais voulu se poser et que j'ai jamais voulu ouvrir parce que c'est une galère sans nom, c'est tous les sujets d'attribution, marketing. Quand je dis attribution, c'est attribution des sources. Hein. En amont de le lead est généré, dans quelle mesure l'organique contribue, dans quelle mesure le social ads contribue, dans quelle mesure ton pay ads, ton search ads contribue. Là, on va devoir aborder ce sujet cette année. Parce que quand tu investis beaucoup plus sur du display, quand tu investis beaucoup plus sur de la notoriété, évidemment que la part des leads qui sont traqués aujourd'hui en last click, donc le dernier canal qui a généré la conversion, c'est trop facile de dire non, mais grâce à Meta, on a généré tant, ou grâce à Google Ads, on a généré tant. Quand tu commences à analyser, t'as aucun, surtout en B2B, d'autant plus en B2B, t'as aucune personne. Enfin, on adorait, nous, côté équipe growth et côté Scalo, de se dire il arrive, il a cherché logiciel RH restaurant, il a cliqué sur Google Ads, il a fait son lead. En fait, c'est pas du tout ça. Il a entendu parler de nous dans la presse ou dans un salon, il est venu consommer un contenu en organique, il a téléchargé un simulateur pour faire des calculs dans son resto. 3 mois après, il a fait une recherche, il est tombé sur nous, il est allé sur Insta, il a vu un témoignage et in fine, il revient sur le website, sur la homepage. Mais en fait, tu as une complexité et surtout du multicanal et du multi-device en plus, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas, enfin là, on le fait encore, mais tu peux pas uniquement te contenter du last click. Donc c'est pour ça que c'est logique aussi de se dire, ça fonctionne hyper bien, il faut mettre 100 000 balles demain sur la table, faut faire attention, parce que le last click, c'est un peu la face immergée de l'iceberg, mais si tu regardes que ça, tu vois pas tous les efforts contributifs des canaux autres. En Europe, quand vous avez ouvert l'Espagne, le playbook a-t-il connu des différences ? Très très bonne question. On s'est bien foiré au tout début de l'Espagne. On s'est foiré à plein d'égards, mais ce qui est cool maintenant, c'est que 2 ans après, ça cartonne et maintenant on a des bureaux à Barcelone, on a des équipes locales, on a vraiment une croissance très très forte en Espagne et franchement, on est hyper heureux de ça. Mais au début, on a fait l'erreur qu'il ne faut pas faire, de se dire on est à Paris, on va prendre des profils hispanophones qui donc parlent espagnol mais depuis Paris, mais... Et quel est le problème profond avec ça ? Bah, t'es pas sur place, tu parles pas aux clients, t'es déconnecté du marché, t'es déconnecté du business. Enfin, non, franchement, c'est à pas faire. Et on a très bien vu le jour où on est arrivé sur place, c'est ça qui a fait la différence. Donc ça, c'est plus d'un point de vue structuration, people et office, donc bureau. Comment tu pilotes ça ? Nous, côté marketing, on était quand même une équipe très franco-française. Donc pareil, même fail, tu te dis non mais ça a hyper bien marché en France, on va répliquer en Espagne. Si t'as pas un cerveau espagnol dans l'équipe, ça marche pas. On a eu un vrai avant-après depuis qu'on a remis dans l'équipe, qui est franco-espagnol, mais qui a vécu toute sa vie en Espagne, à Barcelone. Et pour le coup, ça, c'est déterminant dans le succès d'un projet d'expansion. Il faut des profils natifs, il faut des profils qui sont au quotidien avec les clients. Pourquoi ça a fonctionné en France ? Parce qu'en fait, on avait interviewé 200 ou 300 restaurants avant de lancer Scalo. Là, en Espagne, ça fonctionne parce que tous les jours, ils vont voir nos clients, ils vont voir nos prospects. Donc ça, vraiment, faut pas se gourer là-dessus. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent lancer des projets d'expansion, allez sur place, monter le projet dans le pays, ça fonctionnera quand même beaucoup plus. Si vous êtes une boîte sales-led qui est drivée vraiment par des équipes localement. Je parle pas d'une boîte product-led. Hein. Demain, tu lances un produit qui peut être mondialement pushé via des ads. T'as pas besoin de monter des bureaux dans tous les pays. En tout cas, pas le jour 1 et peut-être pas l'année 1. Mais qu'on entende bien le retour ici, c'est sur des équipes, enfin des typologies d'entreprises comme les nôtres. Sur l'Espagne aussi, ce qui a vraiment été déterminant, pour le coup, je t'ai dit, au début, on a essayé de faire des copier-coller, ça fonctionnait pas. Il y a quand même 6 à 8 ans d'expérimentation et de recul. Donc ça, on fournit les équipes espagnoles en leur disant, ça, on l'a testé il y a 2 ans, ça a fonctionné ici, ça a merdé ici, pour qu'elles puissent très vite les adapter. En fait, la clé, c'est pas de faire du copier-coller, mais c'est de dire, tu as à disposition tous ces assets, toutes ces expérimentations et tout ce background, appuie-toi dessus. Mais sens-toi libre
de l'adapter, sens-toi libre de l'appuyer sur un contexte. Je te prends un exemple. En Espagne, c'est une obligation pour toutes les entreprises de contrôler le temps de travail des collaborateurs. On a un produit qui s'appelle la badgeuse. En France, ça se vend, 60-70% de nos clients ont la badgeuse. En Espagne, tu as 95 voire 100% des clients qui l'ont parce que c'est une obligation. Ça, on l'avait même pas en tête, tu vois. Alors oui, on aurait pu mieux se documenter, on aurait pu le trouver, mais franchement, jour 1, elle te dit, mais attends, mais tu sais que c'est obligatoire et tout. Et en fait, tu te dis, ok, bah, dès demain, on lance une campagne d'acquise, enfin, avant même de faire de l'acquise, une campagne de notoriété pour dire, Skello existe, voilà ce qu'on fait. Et après, tu fais beaucoup plus un focus sur cette partie contrôle du temps, badging. Bah derrière, tu as énormément de leads qui rentrent et beaucoup plus rapidement que ce qu'on a pu générer à l'époque en France au même moment. Donc en fait, les courbes d'apprentissage sont elles aussi raccourcies et beaucoup plus fortes dans un timing beaucoup plus resserré. Très stylé. Et du coup, tu m'as parlé donc, en préparation de cet épisode du fait, de cette transition que vous avez fait entre le product-led growth, donc une nouvelle méthode, à partir d'une base sales-led. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer et est-ce que nous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est intervenu à partir de la série B, si j'ai bien compris? C'est en train d'intervenir maintenant, Ouais. donc oui, ça nous a permis de commencer à se poser dessus. Là, on le tacle en ce moment, donc en 2024. Pour le moment, on a peu de recul, hein, donc Ok. j'ai pas énormément D'où vient conseils l'intention? à donner dessus parce que c'est vraiment encore très naissant chez nous. D'où vient l'intention? En fait, c'est pas vrai ce que je te dis. On l'a lancé quand même vraiment 2021, donc t'as raison, ça match un peu avec la série B, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que en ayant une approche, j'arrive sur un site internet et je peux uniquement m'onboarder, donc devenir client de la solution en passant par une démo. Donc notre call to action à l'époque, c'était uniquement demander une démo. En ayant que ça, tu perds mécaniquement une partie des visiteurs. Je sais pas toi, mais moi, un tool, j'ai un outil, j'ai pas forcément envie de me taper une démo avec un sales. Tu vois, au début, j'ai envie de le tester moi-même et après, à la limite, qu'on m'appelle une fois que je suis sur la plateforme. Mais on perdait en fait une partie des visiteurs qu'on générait parce qu'ils voyaient demander une démo, ils se cassaient direct. Donc vraiment la genèse de ce projet-là, c'est de se dire on peut aller adresser plus de personnes et des cibles qui ne veulent pas parler à un commercial du lundi au vendredi. C'est même pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas peut-être parler à un sales du lundi au vendredi de 9h à 19h. Quand on a lancé les premiers parcours en self-service, donc vraiment de souscrire à l'offre, à la solution Skello en autonomie, on l'a lancé pendant le énième confinement, je ne sais plus lequel, en 2021. C'est un pharmacien qui a fait sa première souscription en autonomie un soir, 2 semaines, à 22h30, tu vois. Parce qu'en fait, la journée, on ne pouvait pas les joindre. Ils étaient overbookés. Ils passaient leur journée à faire des tests Covid. On ne pouvait pas les avoir au téléphone. Donc en fait, vraiment, la genèse, ça a été de se dire on va pouvoir capter des personnes qui n'ont pas la typologie des personnes qu'on arrive à avoir traditionnellement au téléphone, en visio ou même en physique. Ça a été ça. En revanche, quand tu vends et quand tu proposes une solution RH qui est hyper intuitive, mais dans laquelle tu dois quand même gérer de la complexité. Et c'est ça la force de nos équipes et c'est ça la force du modèle sales-led, c'est qu'en fait, on arrive à rendre un domaine complexe, on arrive à le simplifier par la techno. Mais ça reste quand même, il faut, tu vois, réussir à bien comprendre à quoi me sert un rapport de paye pour générer mes payes derrière avec mon comptable, avec un outil de paye. C'est pas naturel ça. Donc il faut quand même de la formation, il faut prendre en main, il faut aider nos clients à bien comprendre 100% du potentiel de Skello. Et quand tu essayes de faire le switch, surtout quand tu as un passé où à chaque fois on s'est dit non mais ça c'est bon, les sales vont pouvoir le faire, l'équipe CX pourra le faire. Demain tu proposes la même expérience et la même interface à ces clients-là, t'arrivais à l'époque dessus, t'avais un planning vide, tu te dis putain c'est austère le truc, tu vois. Donc derrière évidemment tu bosses vachement là-dessus, de créer l'expérience d'onboarding optimale, de créer des product tours, de rappeler les personnes une fois qu'elles sont sur la plateforme, mais ça c'est hyper compliqué au début quand tu as cette historique-là et quand tu as ça dans ton ADN de te dire on te prend par la main et c'est un humain en visio au téléphone qui va te guider, de créer la même expérience via le produit. Donc, on a réussi quand même, et c'est ça la force aussi de ce modèle, ça a permis non pas forcément d'avoir des milliers de clients qui rentrent en autonomie et qui vont au bout du flot en autonomie, mais ça permet quand même de capter des gens de façon incrémentale qui n'allaient pas du tout dans la démarche de demande de démo. Et aujourd'hui, le self-service, quand tu fais tester Skello, tu as une très grosse partie du flux qui est en fait du flux qu'on envoie chez nos amis les sales. Parce que derrière, tu as énormément de personnes qui vont abandonner à l'étape 2, 3, 4, 5. Et eux rappellent et eux font l'effort de « je vais vous convaincre. Ah non, vous n'avez pas bien compris la différence entre tel pack et tel pack. Ben, je vais vous montrer. » Et en fait, ça a permis d'aller chercher des leads supplémentaires pour nos équipes sales. Donc ça a été la genèse, donc en gros 2021, 2023, fin 2023. On s'est dit qu'on ne voulait pas en rester là.
Et on pense vraiment qu'il y a une opportunité. Et c'est aussi l'Espagne qui nous a, en partie, mais pas que, il y a aussi l'expansion sur les secteurs de l'industrie du BTP, qui nous ont mis la puce à l'oreille de se dire, mais en fait, la solution Scalo, elle est hyper riche, il y a plein de choses dedans, la planification, la préparation de la paye, l'analytics, mais tu as des clients qui viennent nous voir qui nous disent, moi je veux juste contrôler à quelle heure arrivent et partent mes collaborateurs sur un chantier, à quelle heure ils arrivent et ils partent dans mon restaurant, dans ma pharmacie. J'ai pas besoin de tout le reste. Et là on s'est dit, intéressant. Et donc depuis un mois maintenant, on a sorti la badgeuse, dont je te parlais tout à l'heure, qui était historiquement adossée à Scalo. Donc il fallait Scalo et tu avais une option badgeuse. Depuis un mois maintenant, tu peux souscrire uniquement à l'appli badgeuse. Et ça, on pense que ça peut devenir, à nouveau, j'ai qu'un mois de recul, donc pour le moment, j'ai pas énormément de choses à te dire, mais on pense que ça peut devenir un super produit d'appel, un super produit de conquête, un super produit en PLG, donc en Product-led Growth, où tu as beaucoup moins d'efforts d'onboarding. Là, en gros, c'est tu set up un iPad, tu n'es même pas obligé d'avoir une tablette, tu peux faire installer l'appli Scalo sur tous les téléphones de tes collaborateurs. C'est eux qui badgent quand ils arrivent, c'est eux qui rebadgent quand ils partent. Tu as la localisation qui est enregistrée, ça part au manager, il valide ou il valide pas. Point barre. C'est pas complexe, tu vois. En fait, tout l'enjeu qu'on avait sur la partie solution RH, il est beaucoup plus simple à intégrer en automation, il est beaucoup plus simple à intégrer avec des tutos, avec de la vidéo, avec tout ce que tu veux. Et si on arrive à bien l'exécuter et à bien le faire, demain, ça peut être un super moyen pour nous d'aller chercher des nouveaux marchés, d'aller chercher plus, et peut-être, à l'image de ce qu'on a fait avec le self-service historique, peut-être aller chercher des cibles qui ne seraient pas rentrées sur le produit historique. D'accord, excellent. Et donc aujourd'hui, en fait, vous laissez systématiquement le choix à un lead de passer par un sales ou bien de s'onboarder tout seul. Tu as toujours les deux options. Okay. Demander une démo, tester. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain, sur des typologies, tu vois, avec peu d'employés ou peut-être dans certains pays, si on ouvre d'autres pays, est-ce qu'on laissera la possibilité de demander une démo ? C'est une option qui peut se poser, ouais. Et vous remarquez qu'il y a des... Alors, je suis toujours sur les secteurs. Ouais. Et il y a des secteurs qui emploient plus cette fonctionnalité que d'autres ? Ouais. Industrie bâtiment, c'est demandé quasiment systématiquement. C'est vraiment aussi pour eux qu'on veut accélérer là-dessus. Et après, historiquement, restauration, santé, retail, oui, mais tu as de la complexité aussi forte à gérer, donc on arrivait quand même bien à l'adosser à la solution globale. Super. Alors, il me reste encore quelques questions. On va arriver à la barre des 1 heure, donc après, je vais te laisser tranquille. Tu m'avais parlé de l'intégration de l'IA dans les process. Ah bah ça, c'est mon sujet du moment. Ouais. C'est incroyable. Alors, l'IA, il y a plein de façons d'en parler. J'aime bien en parler de façon très pragmatique et très concrète parce que ça peut devenir, et c'est en train de devenir à certains égards, le buzzword du moment, powered by IA, on a intégré l'IA. En fait, concrètement, nous, l'IA, on ne le prend pas pour l'IA en tant que tel, enfin, on s'en fout. Tu vois, ce qui compte, c'est vraiment de se dire, la techno en 2024 permet de faire beaucoup plus qu'avant et surtout de rendre concret des choses dont on rêvait au début de ma carrière, il y a 10 ans, il y a des trucs, je me disais putain, mais ce serait trop stylé de pouvoir faire ça. Là, aujourd'hui, c'est concret. Donc en fait, nous, il y a 2 tracks et on l'a vraiment matérialisé comme ça cette année dans nos OKR, dans nos objectifs d'entreprise. Chez Scalo, on a un objectif qui est de réduire de 50% les tâches chronophages que passent nos équipes en interne sur je fais des copier-coller d'un outil à l'autre, je fais de la transcription d'un call avec mon client et ensuite j'envoie les next steps par email. Elles perdent un temps de dingue sur toutes ces tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc par la techno, il n'y a pas que l'IA là-dedans. IA, no code et innovation au sens large. On va atteindre cet objectif. Et ensuite, en extérieur, dans le produit Scalo, comment on intègre de l'IA pour justement faire gagner encore plus de temps à nos clients. C'est 2 sujets différents. Le sujet numéro 1, sur lequel j'ai le plus de recul parce que c'est aussi un de mes objectifs individuels, c'est justement comment, en tant que membre de la direction de cette entreprise, on arrive à faire infuser ça dans toutes nos équipes et comment on a des cas très concrets. On a fait un Typeform, donc un sondage interne qu'on a envoyé à toute la boîte en janvier en leur disant où est-ce que tu perds du temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois. On a eu 90 réponses. C'est énorme, 90 réponses. Quand on fait des typeforms chez Scalo, tu as 20 personnes qui répondent d'habitude. Et surtout, les équipes qui ont répondu ne sont pas celles qui s'expriment le plus d'habitude. Équipe Sales, équipe CX, donc Customer Experience, équipe Care, les personnes qui répondent au SAV à tous nos clients tous les jours, les équipes Finance, les équipes RH, bref,
toutes les personnes qui ont beaucoup de... Eux, ils appellent ça de l'admin. Tu vois, je passe 1 heure à faire de l'admin sur mon CRM en fin de journée. Je passe 1 heure à retranscrire les candidatures que j'ai eues aujourd'hui et les next steps à envoyer aux candidats. Et en fait, une fois qu'on a pris tous les retours qu'on a eu dans la boîte, on s'est dit qu'il y avait plusieurs projets à tacler. Bon, il y en a 8 globalement à tacler. On n'a pas pu tout faire en un semestre, mais on en a fait avancer 3. Le premier, c'est comment tu réussis à outiller toute la boîte, donc même les équipes non client-facing, donc qui ne sont pas en lien direct avec nos clients, d'un outil qui va te permettre de synthétiser tous tes échanges et surtout d'identifier les next steps et les points clés. Donc il y a plein d'outils qui ont émergé depuis 1 an ou 2. On en a retenu un après avoir fait plusieurs POC, et là on est en train de le déployer. Donc ça va faire gagner entre 1 à 5 heures par semaine aux personnes qui sont exposées à nos clients et entre 1 à 3 heures aux personnes qui ne sont pas exposées à nos clients chez nous. Donc c'est quand même assez énorme. Quand tu fais ça fois 280 personnes, ça fait des heures et des heures de gagner. Ensuite, il y a un gros enjeu sur le reporting. Énormément d'équipes encore aujourd'hui chez nous qui passent du temps inutile à faire des copier-coller entre une interface, un spreadsheet et un outil de data viz. C'est pas du tout l'idée aujourd'hui. Donc on va automatiser la partie reporting. Et la 3e track, c'est sur la partie chatbot. Donc comment on peut rajouter de l'intelligence dans le traitement de toutes les discussions qu'on a. Et on a des dizaines de milliers de discussions avec nos clients tous les mois. J'ai perdu mon mot de passe, j'arrive pas à me connecter. Franchement, ça a aucun intérêt que ce soit un agent chez nous à Paris qui réponde à ça. Donc on intègre les solutions d'IA d'Intercom qui s'appelle Fin. Mais d'ailleurs, là-dessus, c'est hyper intéressant parce que les boîtes sont aussi en train de se réinventer en profondeur. Là, quand tu actives la feature IA chez Intercom, tu es facturé $1 la résolution de la discussion. Donc derrière, dans ton BP, tu dois rajouter une ligne IA chatbot et faire les calculs de se dire est-ce que c'est rentable ou pas de faire ça. Mais après, la conviction, c'est de se dire les équipes vont traiter des cas plus complexes, des cas plus intéressants aussi à résoudre et donc tu vois, vraiment en anglais d'empowered, quoi, d'augmenter tout le monde via l'IA. On n'est pas du tout là sur un sujet de est-ce que l'IA va nous remplacer, j'en sais rien, peut-être que dans 5 ans on sera plus là pour en parler, mais pour le coup c'est pas du tout la vision chez nous. La vision, c'est de se dire comment on augmente la productivité, comment on maximise le quotidien de nos équipes pour qu'elles aient le plus d'impact possible. Incroyable. Écoute, 58 minutes, je pense que ça fera un tout petit peu moins en montage. Merci beaucoup, Elliot, pour ton temps. Je te pose la toute dernière question de ce podcast et je me rends compte, normalement, je la prépare et je la dis avant, donc ce sera de la réflexion en live. C'est ce qu'il y a une autre boîte dont toi, tu admires les stratégies de croissance? Pigments. Pigments, ils sont très très forts. Franchement, j'adore tout ce qu'ils font. Pourquoi? Regarde, c'est un outil de planning financier, donc encore moins sexy que nous. Et franchement, toute la stratégie est hyper bien exécutée. C'est cohérent, c'est intelligent. Non, franchement, Pigment, ils sont hyper forts. T'as plein de belles boîtes B2B qui sont top. Hein. Tout ce que fait Exa, eFounder, c'est canon. Enfin, moi, c'est essentiellement ces boîtes-là qui m'impressionnent. Ouais. Écoute, Elliot, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup. On donne rendez-vous à nos auditeurs dans le prochain épisode des Brutes Acquisitions. Salut.